J'ai 83 ans et j'ai besoin de vous dire quelque chose que la plupart des gens ne veulent pas entendre parce que ça remet la responsabilité entre vos mains. J'ai vu beaucoup de gens disparaître de ma vie, certains à cause de la maladie, certains à cause de chutes, certains à cause d'une négligence silencieuse où personne n'a remarqué à quel point les choses s'étaient détériorées jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Et j'ai appris une vérité que je ne peux plus ne pas savoir maintenant. Une grande partie de ce qui nous abat après 60 ans n'est pas une malédiction mystérieuse, ce sont des habitudes, ce sont des schémas, ce sont les choix quotidiens que nous continuons d'appeler « c'est comme ça ». Et regardez, je ne dis pas ça du haut de ma tour. Je dis ça comme une femme qui est restée allongée sur le sol de son propre salon pendant 11 heures après une chute. Je dis ça comme une veuve qui a eu ses 5 enfants adultes, David, Linda, Sarah, Emma et Michael, essayer de lui prendre ses clés, lui prendre sa maison, lui prendre son autonomie et appeler ça de l'amour. J'ai besoin que vous compreniez quelque chose avant que je continue. Je ne suis pas médecin. Je ne vais pas vous lancer des termes médicaux comme si je faisais un cours. Je suis Laura Grace, 83 ans, et je vais vous dire ce que j'ai vu dans la vraie vie, ce que j'ai vécu dans mon propre corps, et ce que j'ai changé parce que je n'étais pas disposée à m'effacer trop tôt. Il y a 5 habitudes auxquelles j'ai dû faire face. 5. Et je vais vous les donner dans l'ordre, parce qu'elles s'empilent les unes sur les autres. Et la dernière, l'inquiétude, est celle qui a failli détruire mes relations et ma santé sans que personne ne le remarque. Je garde la vérité la plus difficile pour la fin. La première habitude, c'est rester assis. Trop rester assis vous ruinera plus vite que vous ne le pensez. Je sais. Certains d'entre vous pensent « Laura, j'ai mal aux genoux, j'ai mal au dos, je suis fatiguée. » Je vous entends. Mon corps n'est pas tout jeune non plus. Mais laissez-moi vous expliquer la différence entre se reposer et disparaître. Après la mort de Vincent, j'ai commencé à rester assise davantage. Ce n'était pas une décision, c'était du chagrin. Je m'asseyais avec mon thé et je fixais le même coin de la pièce comme si j'attendais qu'il entre et dise quelque chose d'ordinaire. Je restais assise pendant des après-midi entiers avec la télévision à faible volume, juste pour avoir des voix dans la maison. Je restais assise parce que se tenir debout signifiait faire, et faire signifiait admettre que ma vie continuait sans lui. Et ce que je ne comprenais pas à l'époque, c'est que mes muscles se moquaient de savoir pourquoi j'étais assise. Ils s'affaiblissaient quand même. Faites attention à ce détail, parce qu'il va compter plus tard. Mon fauteuil préféré est devenu mon piège. Il était confortable, il était familier, et il a lentement entraîné mon corps à cesser d'être fiable. Au moment où j'ai atteint la fin de ma soixantaine, me lever de ce fauteuil me semblait être du travail. Pas du travail d'exercice, du travail de survie. Je poussais sur l'accoudoir et je me stabilisais comme si j'apprenais à marcher à nouveau. Je me disais, eh bien, c'est le vieillissement. Puis je suis tombée. Je vais le dire clairement. Je suis tombée parce que je bougeais comme une femme qui pensait pouvoir encore bouger comme à 60 ans, mais mon corps se déconditionnait tranquillement depuis des années. J'ai accroché le bord d'un tapis sur lequel j'avais marché 1000 fois. Mon pied ne se levait pas comme avant. Mon équilibre ne se corrigeait pas comme avant. Je suis tombée lourdement et je ne pouvais pas me relever. Et c'est là que tout s'est effondré. J'ai passé 11 heures sur ce sol. Je ne pouvais pas atteindre mon téléphone. Je pouvais l'entendre quand il sonnait parfois. Et l'entendre me faisait me sentir plus mal, parce que ça me rappelait à quel point l'aide était proche, et à quel point elle restait malgré tout inaccessible. J'ai eu froid, j'ai eu chaud.
Je me suis fait pipi dessus. J'avais honte, j'avais peur, je me sentais comme un fardeau. Alors quand je vous dis que rester assis est dangereux, je ne cherche pas à être dramatique. Je vous dis que rester assis en silence entraîne votre corps à l'impuissance. Voici ce que j'ai changé. Je ne reste plus assise pendant des heures sans interrompre cela. Je règle un minuteur. Toutes les heures, je me lève. Je marche jusqu'à une autre pièce. Je fais une petite chose qui nécessite mes jambes. Je me tiens au comptoir et je fais quelques montées sur la pointe des pieds pendant que la bouilloire chauffe. Pas parce que j'essaie d'être impressionnante, parce que j'essaie de rester dans ma propre maison. La deuxième habitude, c'est le sommeil. Pas seulement dormir, mais avoir un vrai sommeil. Après la mort de Vincent, mon sommeil s'est brisé. Je m'endormais, puis je me réveillais à 2 heures du matin avec mon esprit qui tournait à 100 à l'heure. Je repassais de vieilles conversations, je m'inquiétais pour la chaudière, je m'inquiétais pour les enfants, je m'inquiétais de mourir seule et de ne pas être trouvée. Honnêtement, je pensais que c'était juste du chagrin, et une partie l'était. Mais ensuite, le chagrin s'est transformé en habitude. Je restais éveillée trop tard à regarder des idioties parce que je ne voulais pas affronter une chambre silencieuse. Je faisais une sieste l'après-midi parce que j'étais fatiguée d'avoir été réveillée la nuit. Puis j'étais à nouveau éveillée, encore et encore. Et ce que je ne comprenais pas à l'époque, c'est que le sommeil fragmenté aggrave tout. Ça aggrave mon équilibre, ça aggrave ma patience, ça rend mon appétit bizarre, ça rend ma pensée floue, ça me fait me sentir plus vieille que je ne le suis. Vous savez ce qui m'a le plus surprise ? À quel point je me sentais plus capable quand j'ai commencé à protéger mon sommeil comme si c'était un médicament. Maintenant, je garde ma chambre fraîche. Je garde mon téléphone de l'autre côté de la pièce pour ne pas scroller. Je ne bois pas de thé trop tard. J'ai une petite routine avant de me coucher qui signale « on a fini pour la journée ». Je ne suis pas parfaite. Certaines nuits, je me réveille encore. Mais j'ai arrêté de traiter le sommeil comme si c'était optionnel. Parce que pour les corps plus âgés, ça ne l'est pas. La troisième habitude, c'est l'isolement. Et je dois être prudente ici, parce que je vis seule, et je ne vais faire honte à personne pour ça. Voilà le truc. Vivre seul n'est pas la même chose qu'être isolé. Je l'ai déjà dit et je continuerai à le dire. Mais l'isolement, des semaines sans vraie conversation, des jours sans personne qui remarquerait si vous disparaissiez, ce n'est pas de l'indépendance, c'est du danger. Après ma chute, j'ai réalisé quelque chose d'humiliant. Si Emma n'avait pas eu un pressentiment et n'était pas passée, je serais peut-être morte là. Ce n'est pas une expérience de pensée, c'est un fait qui m'a pesé sur la poitrine pendant des mois après. Alors j'ai fait un plan. Je me suis assurée qu'au moins une personne hors de chez moi remarquerait si elle n'avait pas de nouvelles de moi. J'ai arrêté de prétendre que je pouvais être une île. J'ai maintenant un système de vérification. Ce n'est pas constant, ce n'est pas intrusif, c'est basique. Un SMS, un appel, un simple « ça va ?» J'ai aussi commencé à dire oui à de petites connexions. Une discussion avec ma voisine Hélène, une courte visite à l'église, un appel téléphonique avec Claire. Et regardez, je suis toujours introvertie. J'aime toujours le calme. Mais je ne suis plus invisible par accident. La quatrième habitude, c'est la nourriture. Et je ne vais pas vous dire quoi manger comme si j'étais votre mère. Je vais vous dire ce à quoi j'ai dû faire face. En vieillissant, la façon dont je mangeais avant a commencé à me faire me sentir terrible. Du toast au petit déjeuner, un peu de confiture,
un bol de céréales certains soirs quand je n'avais pas envie de cuisiner. Ça semblait inoffensif, ça semblait léger, mais mon énergie s'effondrait, mes articulations me faisaient plus mal, mon humeur changeait, mon sommeil empirait. Je ne le savais pas à l'époque, mais je me nourrissais comme une personne fatiguée, pas comme une personne qui essaie de rester forte. Après la chute et la peur de Meadowbrook, je suis devenue sérieuse. J'ai commencé à manger des protéines même quand je n'en avais pas envie. Des œufs, du yaourt, du poulet, des haricots. Je gardais des légumes prêts pour ne pas me rabattre sur des crackers. Je buvais de l'eau comme si ça comptait. Parce que voici ce que personne ne vous dit. Après 60 ans, vous ne pouvez pas manger comme si vous aviez encore 35 ans et vous attendre à ce que votre corps le tolère tranquillement. Il ne le fera pas. Il garde l'épreuve. La 5e habitude, c'est l'inquiétude chronique. Et c'est celle qui se cache au vu et au su de tous. Les gens parleront de l'inquiétude comme si c'était juste être une mère, ou être responsable, ou avoir beaucoup en tête. Mais l'inquiétude n'est pas juste une pensée. L'inquiétude devient un climat à l'intérieur de votre corps. Après la mort de Vincent, je m'inquiétais constamment. Puis après ma chute, mon inquiétude est devenue quelque chose de plus tranchant. Je m'inquiétais de retomber. Je m'inquiétais d'être forcée d'aller dans un établissement. Je m'inquiétais des opinions de mes enfants. Je m'inquiétais d'être oubliée. Je m'inquiétais de mourir seule. Je m'inquiétais jusqu'à ce que ma poitrine se serre sans raison. Et ce que je ne comprenais pas à l'époque, c'est que l'inquiétude entraînait mon système nerveux à vivre en alerte. Cette alerte me faisait moins bien dormir, ça me rendait plus faible, ça me rendait plus susceptible de tomber, ça rendait mes enfants plus inquiets. Et ensuite, ils essayaient de me contrôler davantage. C'était une boucle. Et c'est là que l'histoire devient lourde. Parce que plus mes enfants essayaient de m'aider, plus je paniquais, et plus je paniquais, plus je m'accrochais. Je les appelais trop. Je demandais de la réassurance trop souvent. Je les suppliais de me comprendre. J'essayais de gérer leurs sentiments pour qu'ils ne me remettent pas à Meadowbrook. Ça n'a pas marché. Ça m'a juste fait paraître moins capable. Alors j'ai appris à faire quelque chose qui a l'air simple, mais m'a pris des années. J'ai appris à relâcher ce que je ne peux pas contrôler et à me concentrer sur ce que je peux. Je ne peux pas contrôler la peur de mes enfants. Je ne peux pas contrôler le vieillissement. Je ne peux pas contrôler si quelqu'un que j'aime tombe malade. Mais je peux contrôler mes habitudes. Je peux bouger chaque heure. Je peux protéger mon sommeil. Je peux garder du lien dans ma vie. Je peux manger comme si je voulais que mes muscles restent. Je peux remarquer quand l'inquiétude s'emballe et l'interrompre. Et regardez, je m'inquiète encore parfois. Je suis humaine, mais je ne vis plus là-dedans. Après cette chute, après ces disputes avec mes enfants, j'ai commencé à noter ce qui marchait. De petites règles, de petits rituels, de petites vérités dont j'avais besoin quand j'avais peur et que j'étais tentée d'abandonner. Je les ai écrites pour moi. Je n'avais pas prévu de les partager. Je ne le savais pas à l'époque, mais ma petite fille Claire a trouvé mon carnet et a dit « Mamie, d'autres femmes ont besoin de ça ». Elle m'a aidée à le mettre en ligne. Elle l'a appelé « Le guide définitif de la liberté ». Je me sens encore étrange à ce sujet, honnêtement, mais je vous le dis parce que ça vient exactement de ce dont nous parlons. Des habitudes qui soit vous gardent en vie, soit vous sortent silencieusement. Alors voici ma question pour vous, et je veux que vous y répondiez honnêtement dans votre propre tête. Lequel faites-vous en ce moment? Rester assis trop longtemps? Mal dormir? Laisser l'isolement grandir? Manger ce qui est le plus facile? S'inquiéter comme si c'était votre travail? Vous n'avez pas à tout réparer aujourd'hui, mais vous devez en choisir un.
parce qu'un changement rend le suivant plus facile. Maintenant, je vais finir avec quelque chose de personnel, parce que c'est la partie que je n'aime pas dire à voix haute. David m'a rappelé cette semaine. Il a dit « Maman, tu dois retirer ce livre, c'est embarrassant, tu exposes des affaires de famille. » Linda a dit des choses similaires. Et j'y ai réfléchi. J'ai 83 ans. Je n'essaie pas d'être une vendeuse. Ça m'embarrasse de vendre quelque chose, vraiment. J'ai été élevée à garder les choses privées. Mais des femmes continuent de m'écrire en disant « Je suis tombée et personne ne comprend à quel point c'est humiliant » ou « Mes enfants me mettent la pression » ou « Je suis terrifiée à l'idée de perdre ma maison » et je ne veux pas enlever quelque chose qui les aide juste parce que mon fils est mal à l'aise. Alors je vais être directe. Le lien vers le guide définitif de la liberté est dans le commentaire épinglé. Je pourrai bientôt le retirer, parce que je perds mon courage et parce que mon fils continue de me mettre la pression. Alors si quelque chose que j'ai dit aujourd'hui vous a touché, cliquez maintenant. N'attendez pas. Et si ça vous a donné l'impression que quelqu'un disait enfin la vérité, laissez un like. Ça me dit de continuer quand je suis tentée de me taire pour la paix de la famille. Je lis chaque commentaire que vous laissez, chacun. Dites-moi quelle habitude vous allez changer en premier. Je suis là. Abonnez-vous si vous voulez continuer à parler. Chaque semaine, je m'assois à cette table et je vous dis la vérité. Parce que je me suis battue trop dur pour mon indépendance, pour faire semblant que les choix n'ont pas d'importance.